C'est le moment des previews sur la chaîne du Club des 5. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous pour ces nouvelles previews. On est sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. Oh, on a hâte parce que c'est un moment qu'on attend tous. Le grand 8, les 8 dernières équipes de cette LDC. On va les débriefer, on va faire des previews de ces 4 quarts de finale. On va commencer aujourd'hui avec cette Arsenal Real Madrid, avec mon plateau du jour. Najim Medini est avec nous. Salut Najim. Salut Romain, salut Elton. Tu vois mon petit sourire parce que moi aussi je suis pressé forcément. Je sens que tu as autant hâte que moi. Ouais, même un peu plus peut-être. J'ai vraiment surtout celui-là. Ouais. Surtout cette affiche entre Arsenal et le Real Madrid, c'est une affiche que je voulais depuis longtemps parce qu'Arsenal va pouvoir se frotter à ce qui se fait de mieux en Europe avec le Real. Donc j'ai hâte, très hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être pas mal. Ouais. Ça va être pas mal. On fera plein de questions sur ce match-là entre Arsenal et le Real. Bien sûr, on parlera ensuite des autres. Vous allez voir au fur et à mesure de la semaine, avant le début de ces quarts de finale, sur la chaîne du Club des 5, vous aurez une preview par quart de finale. Qui dit Arsenal dit Najim, qui dit foot espagnol dit Elton. Elton Mokolo. Salut Romain, salut Najim et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette émission. Ça va ? Écoute, ça va très bien. Ouais. Ça va T'as très hâte, toi bien. aussi ? J'ai hâte parce que en fait, moi, j'adore les quarts de finale de Ligue des Champions beaucoup plus que les demi-finales parce que là, tu sais que tu es dans le sprint final parce que le soleil il est couchant et donc par rapport à ça, tu sens que c'est une atmosphère particulière et là, c'est vraiment la dernière ligne droite de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est pas la première fois depuis très longtemps qu'on a nos 3 clubs là, qui sont présents en quart de finale en même temps? Alors remarque, l'année dernière on fait quart de finale vous aussi. L'année dernière t'as rien dit. J'ai rien dit. Hop, allez hop, c'était ma remarque qui servait à rien. On est ensemble les socios avec vous pendant ces previews de Ligue des Champions. Avant de parler spécifiquement de cet Arsenal Real Madrid, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus. Ceux qui sont avec nous, ça nous aide énormément sur la chaîne du Club des 5. Ceux qui sont en podcast, merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Les résultats ils sont vraiment intéressants et ils sont, voilà, on sent que ça devient une habitude pour vous d'écouter ça dans les transports, dans votre voiture, etc. Donc merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast. N'hésitez pas à me mettre des commentaires soit sur votre plateforme, soit directement sous la vidéo YouTube. Vous venez voir avec la commu du Club des 5 pour parler de ce match-là, en l'occurrence, entre Arsenal et le Real Madrid. On va faire la preview de la double confrontation. Donc de l'aller forcément à l'Emirates Stadium, du retour également au Santiago Bernabéu. Juste vous dire que si on est là, c'est grâce à nos partenaires, notamment Winamax. On fera une petite partie prono sur la fin de cette émission, de cette preview, et aussi Nakiman qui nous accueille pour les studios. On démarre pour le Arsenal Real Madrid. Alors avant de parler d'Arsenal et du Real, juste la confrontation en elle-même, j'ai une petite question première sur ce match-là. Est-ce que pour vous c'est le quart de finale le plus équilibré qu'on a dans ce plateau-là? Je commence avec toi Najim. Je dirais quand même que le Bayern Inter est peut-être un petit peu plus serré, encore un peu plus indécis. Mais en tout cas, ces deux affiches-là, pour moi, sont de toute manière les plus serrées. Plus serrées que le Barcelone Dortmund ou que le PSG Villa. En tout cas, moi, au-delà du duel le plus équilibré, c'est celui qui m'excite le plus. Au-delà de mon affection pour Arsenal, je trouve que c'est une affiche qu'on a quasiment jamais eu. On l'a eu qu'une seule fois en 2005-2006, avec Arsenal qui s'était qualifié. On se souvient notamment du but de Thierry Henry là, avec le maillot jaune. Et ça fait plaisir quand même d'avoir des affiches comme ça inédites. Avec en plus le retour au Real Madrid, au Bernabéu, je trouve que ça rajoute quelque chose au scénario de cette double confrontation. Donc pas le duel le plus équilibré, mais en tout cas celui qui m'excite le plus. C'est aussi le duel entre deux deuxièmes de leur championnat. On parlera de l'importance qu'ils vont donner au championnat par rapport à la Ligue des Champions et que les dynamiques vont pas forcément être les mêmes. Mais ouais, il y a cette sensation que ces deux équipes qui nous ont montré parfois dans la saison qu'elles pouvaient avoir un niveau assez intéressant, mais avec peut-être pas forcément la récurrence des meilleures équipes européennes de la saison. Oui, c'est vrai qu'on a vu un Arsenal beaucoup plus intermittent cette saison parce que l'année dernière, c'était d'une régularité qui est incroyable. Bon, encore qu'ils sortent en quart de finale de Ligue des Champions, mais en ce qui concerne la Première Ligue, surtout, ça nous avait impacté. Et là, cette saison, à partir du moment où Arsenal était beaucoup plus attendu sur sa capacité à déloger enfin Manchester City, non seulement ils ne l'ont pas fait, mais c'est Liverpool qui est bien parti pour le faire. Donc c'est pour ça que c'est une saison un peu plus compliquée pour Arsenal. Et en plus, il y a le facteur coupe national, où tu as été éliminé en demi-finale de Carabao Cup par Newcastle, futur vainqueur, et tu as été éliminé à la maison
par Manchester United au tir au but. Donc c'est vrai que c'est une saison qui est moins linéaire pour Arsenal. Et attention, cette équipe n'en reste pas moins dangereuse parce que ce qu'ils ont montré en Ligue des Champions, c'est quand même un top 8 de la Ligue des Champions. Ils ont plutôt bien géré le 8e de finale contre le PSG. Et maintenant, ça avance une double confrontation qui va être très très important, pas seulement pour l'équipe d'Arsenal, mais pour le club d'Arsenal. C'est vrai qu'ils ont été plus que bien gérés. Le match aller, en fait, ils torpillent le match retour. Donc comme ça, t'étais tranquille. C'est vrai que les craintes qu'Arsenal a pu montrer, qu'on a pu avoir en tout cas sur Arsenal sur la Première Ligue cette année, en Ligue des Champions, on les a quasiment pas vus cette année-là. Oui, c'est vrai, parce que déjà Arsenal a terminé 3e de la saison régulière. Ils se sont qualifiés assez facilement. Et puis en 8e de finale, on aurait pu s'attendre à un match un peu piège face au PSV. Finalement, ça n'a pas du tout été le cas. On a une équipe d'Arsenal qui l'a emporté 7-1 au match aller. C'était une formalité. Il y avait 3-0 à la pause. PSV est complètement sorti de son match, a perdu le fil. Arsenal en a rajouté jusqu'à 7. Le match retour, il y a eu 2-2, mais il était assez anecdotique par rapport à ce qui s'était passé à l'aller. Donc c'est vrai qu'Arsenal a fait le boulot. Maintenant, si je peux quand même pointer du doigt quelque chose, c'est qu'on remarquera que contre les très grosses équipes, et je mets de côté le Paris Saint-Germain qui a été métamorphosé, le Paris Saint-Germain qui a affronté Arsenal en début de saison et le PSG qu'Arsenal a affronté en début de saison et le PSG du mois d'avril n'est plus du tout le même. Il y avait eu quand même cette défaite contre l'Inter Milan lors de la 2e ou 3e journée de Ligue des Champions, qui était un peu gênante parce que le score de 1-0, 1-0 où Arsenal avait eu beaucoup de mal à trouver la faille face à une défense de l'Inter bien regroupée. Et jusqu'à présent, si on remarque aussi sur les gros matchs de Première Ligue, il va falloir qu'Arsenal arrive vraiment à avoir un match référence. Il y a eu cette victoire éclatante contre Manchester City, mais pareil, Manchester City était un peu malade cette saison. Et je trouve que cette double confrontation contre le Real arrive à pic, parce que rappelez-vous que l'année dernière, Arsenal s'était déjà fait éliminer dans un test. Après, il ne faut pas minimiser la victoire d'Arsenal, parce que Manchester City qui prend 5 buts... Bien évidemment. Ça arrive pas tout le temps. C'est arrivé qu'une fois cette saison. Je minimise pas, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, depuis le début de la saison, quand on regarde les bookmakers et les cotes, Arsenal est toujours 3e, généralement, favori de la Ligue des Champions. Pour moi, pour mériter ce statut-là, qui est quand même pas anodin, quand on considère que tu es la 3e équipe qui a le plus de chances de remporter la Ligue des Champions, il y a un moment, ces matchs-là, comme Arsenal a pu déjà avoir l'année dernière avec le Bayern, va falloir les gagner. Là, il y a eu la défaite contre l'Inter, il y a eu la défaite contre le Bayern Munich lors de la double confrontation l'année dernière. Cette fois-ci, tu as un nouveau test contre le Real Madrid. C'est pas n'importe qui, c'est sûr, c'est le roi de la compétition. Mais je pense que c'est l'occasion pour Arsenal de montrer que c'est pas un outsider. Ils font partie des favoris de la Ligue des Champions. Juste actuellement, si on prend les cotes, et on parlera de Winamax après, mais si on prend les cotes sur Winamax de vainqueur de la Ligue des Champions, Arsenal maintenant est 5e. Ils ont reculé. Parce que forcément, quand tu joues le Real Madrid, c'est pas pareil. Mais on a le Barça et le Paris Saint-Germain qui sont premiers ex-aequo à 4,25, le Real qui est à 5. Le Bayern qui est à 6 et Arsenal ensuite qui est à 8. Et après, c'est un peu plus loin pour l'Inter, Aston Villa et le Borussia Dortmund. Elton, quand on fait d'abord ce petit focus là sur Arsenal, on va parler des potentiels retours qui vont aider cette équipe-là. Est-ce que, d'un point de vue priorité, sachant que Liverpool maintenant est trop loin, le focus, ça doit être uniquement la Ligue des Champions? La Ligue des Champions devient l'objectif important, mais il ne faut pas négliger la Première Ligue, parce que Arsenal a quand même un calendrier qui est très bizarre. Mine de rien, Arsenal, c'est une équipe qui n'a pas énormément joué. Parce qu'il faut se souvenir, tu as été éliminé rapidement en Cup, et avec la Cup qui occupe notamment les fins de semaine, et ça, il faut quand même contextualiser, tu as été amené à ne pas jouer. Il faut quand même rappeler que Arsenal n'a pas joué au sortir de la trêve internationale. Bon, là, tu vas rejouer mardi, parce qu'on est en train de tourner l'émission. Donc par rapport à ça, il y a une coupure qui est plutôt inhabituelle. Et moi, je pense qu'Arsenal a besoin d'enchaîner les rencontres. De haut niveau pour arriver prêt contre le Real Madrid. Donc à la différence d'un Liverpool qui était sur toutes les compétitions, qui était à un moment donné en Carabao Cup, bon, ils avaient été éliminés en Cup aussi rapidement, il y avait aussi la Ligue des Champions. Là, Arsenal a besoin d'enchaîner. Et donc par rapport à ça, oui, la priorité, c'est la Ligue des Champions. Mais je pense que la Première Ligue est un terrain d'expérience, d'autant plus qu'il y a certains joueurs qui vont revenir à la compétition, qui ont besoin de matcher. Ce qui est intéressant, c'est que sur le mois de mars, Arsenal a joué 4 matchs. Le Paris Saint-Germain a joué 6 matchs, par exemple, sur le mois de mars. Donc il y a 2 matchs en plus pour le PSG par rapport à Arsenal. Est-ce que toi, tu penses que dans la manière dont Arteta doit gérer son effectif,
il doit y avoir une priorisation de la Ligue des Champions. Mais c'est évident, aujourd'hui, de toute manière, en Première Ligue, il n'y a plus d'objectif. Liverpool a pris la place de leader avec un certain écart. L'objectif, c'est surtout de maintenir sa place de deuxième. Et grâce à la victoire contre Chelsea, Arsenal a quand même un certain matelas vis-à-vis de la 6e place, parce que les 4e et 5e places sont qualificatives pour la Ligue des Champions en plus. Donc l'objectif, c'est clairement la Ligue des Champions. Comme l'a dit Elton, il faut que les matchs de championnat, effectivement, servent à gérer l'effectif, à donner du temps de jeu, à créer une dynamique. Là, il va y avoir 2 matchs contre Fulham, contre Everton. Ça va servir à Arsenal de monter en puissance pour arriver dans la meilleure forme possible contre le Real Madrid. Et en plus, tu joues avec beaucoup moins de pression. Autant il y a 2 mois, quand tu étais encore dans la course pour le titre, chaque match de Première Ligue était hyper important parce que si tu faisais un match nul, Liverpool, eux, ils gagnaient et ils creusaient l'écart. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé lorsqu'Arsenal a perdu notamment contre West Ham. Là, maintenant, entre guillemets, l'objectif de points est moins important. Il y a moins de pression sur les matchs de Première Ligue. Donc il faut vraiment que ça serve à monter en puissance. Il y a une dizaine de points d'avance sur cette 5e place potentiellement qui sera qualificative pour la Ligue des Champions. Après, même si Mikel Arteta, on l'a quand même vu en conférence de presse, il a dit le titre il n'est pas encore fini. Oui, mais c'est un menteur. Non mais c'est aussi une manière de garder tout le monde sous pression. On peut aussi l'interpréter comme ça. Juste sur la gestion des retours, on parle beaucoup de Bukayo Saka. Alors au moment où on parle, Bukayo Saka n'a pas encore rejoué, nous, le moment où on tourne cette preview. Mais son retour est de plus en plus proche. Et tu me dis si je me trompe, Najim, mais ça va être un élément clé de la double confrontation pour Arsenal face au Real. Bien évidemment. Alors, j'ai pas encore publié mon tweet pour dire que le roi est de retour. Je le ferai demain lorsqu'il célébrera contre Fulham. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il est blessé depuis le 21 décembre. Son absence, quand même, s'est fait énormément ressentir parce que Saka reste le joueur le plus dangereux de cette équipe d'Arsenal. Là, normalement, selon les dernières infos, il devrait être disponible pour le match contre Fulham. Alors, est-ce qu'il sera titulaire ? Je ne sais pas, mais au minimum, je pense qu'il rentrera en cours de jeu. Il pourra ensuite être titulaire contre Everton ce week-end. Et normalement, sans toute vraisemblance, il devrait démarrer face au Real Madrid à l'Emirates Stadium la semaine prochaine. Ça, forcément, c'est un immense plus pour Arsenal parce que... on l'a vu sur les dernières semaines. Arsenal est une équipe. C'est juste un plus numérique déjà, parce qu'on voit le nombre de rotations qu'il peut y avoir sur les postes offensifs à Arsenal cette année. C'est très pauvre, effectivement. Alors déjà, il y a Martinelli qui est revenu il y a quelques semaines. Ça, numériquement, ça fait beaucoup de bien. Et en plus, Saka, donc qualitativement, c'est un retour qui va énormément aider les Gunners. Mais surtout, tu sais, Arsenal, cette saison, c'est une équipe qui s'est surtout distinguée par sa force défensive, finalement. C'est d'ailleurs la meilleure défense du championnat avec 24 buts. Quand tu vois... cette charnière centrale, Saliba, Gabriel, qui est pour moi l'une des meilleures charnières d'Europe. Quand tu vois également l'importance qu'ont aujourd'hui Timber et Lewis Kelly sur les côtés, tu sens vraiment qu'Arsenal, c'est devenu vraiment une référence sur le plan défensif, mais au détriment peut-être de ce qui peut se passer devant. Et c'est vrai que devant, avec l'absence de Havertz, de Jesus, avec les absences également de Saka et de Martinelli, on a eu un Arteta qui a dû bricoler, avec notamment Mikel Merino qui a été positionné au poste de numéro 9, avec un front offensif qui manquait de qualité. Et la question à chaque fois qu'on se posait, c'est mais c'est qui va marquer les buts dans cette équipe d'Arsenal ? Alors de temps en temps, ça a suffi. Merino avait par exemple marqué contre Chelsea. Mais quand tu joues contre le Real Madrid, il te faut plusieurs éléments. Il faut que le danger vienne un petit peu de partout. Et Bukayo Saka va aider à cela. Donc c'est un retour qui redonne beaucoup d'espoir aux Gunners. Aujourd'hui, c'est un coup de boost mental qui est très important pour Arsenal parce qu'il ne faut pas oublier que pendant plusieurs semaines, cette équipe, elle avait activé le mode auto-survie. Il fallait survivre à la réalité de la Première Ligue, il fallait survivre à la réalité de la Carabao Cup, il fallait survivre à la réalité d'une Ligue des Champions. Tu avais quand même 8 matchs et donc tous les 3 jours, tu jouais. Là, on voit que l'infirmerie commence à se déremplir de plus en plus avec Martinelli, avec Bukayo Saka. Et c'est quelque chose qui est très important. Sur le volet tactique, on va avoir le retour de la connexion Odegaard, Bukayo Saka. Ce qui est très important, notamment dans la créativité d'Arsenal. Et un élément qui est très important, la capacité qu'a Bukayo Saka à être décisif. On l'avait déjà vu contre le Bayern au quart de finale aller. Et ça... c'est pas à négliger quand tu sais que face au Real Madrid, ça t'exige beaucoup d'excellence face au but. Il a raison d'insister sur Martin Odegaard. Moi, c'est un des joueurs que j'attends le plus sur cette double confrontation. Il déçoit récemment, Martin Odegaard. Sa saison, elle est décevante à Odegaard, surtout par rapport à ce qu'il avait réalisé l'an passé, où c'était l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue, l'un des meilleurs joueurs à son poste. Alors là, il y a un léger mieux sur les dernières semaines, mais on n'est pas encore
sur le grand Martin Odegaard. Et si Arsenal veut faire quelque chose, il va falloir qu'Odegaard élève son niveau de jeu parce que tu as besoin comme ça d'un créateur au milieu de terrain qui est capable de trouver les dernières passes, qui est capable de se rendre disponible, qui est capable de désorganiser la défense adverse. Alors à côté de lui, pour le coup, il a un joueur qui va beaucoup mieux depuis le début de l'année 2025, c'est Declan Rice, qui lui a vraiment élevé son niveau de jeu et pour moi, c'est le meilleur joueur d'Arsenal depuis le début de l'année. C'est ce qui ressort très souvent. C'est ça, mais il va falloir aussi que là tu joues le Real, hein, tu joues pas un match et de justement, Première Ligue. Tu penses pas qu'il a été ça peut être un match spécial en plus pour lui. Oui, parce qu'il passe par là. Mais tu penses pas qu'il a été orphelin notamment de Bukayo Saka parce qu'il y avait une alchimie aussi qui s'était développée. Et au moment où tu as Odegaard qui revient, bah lui, Saka, il va à l'infirmerie. Peut-être, mais je pense que quand tu postules à être l'un des meilleurs joueurs à ton poste, tu ne dois pas être dépendant d'un coéquipier. Tu dois être capable d'être autosuffisant. Et c'est vrai que sur les dernières semaines, malheureusement, alors certes, il n'avait pas Saka sur son côté droit, il y avait ce triangle que l'on connaît bien sur le côté droit n'était pas présent. Mais moi, j'attends beaucoup. Il va falloir qu'Odegaard arrive à élever son niveau de jeu. Et puis, on a parlé de Bukayo Saka. Il va revenir aussi dans quelle forme? C'est aussi l'une des questions. C'est pour ça que j'ai hâte de voir les prochains matchs. Parce que quand tu as été absent pendant 3 mois et que tu es attendu, un peu comme le Messi pour le match contre le Real Madrid, c'est jamais évident à négocier. Donc j'ai hâte de voir dans quelle forme Bukayo Saka va revenir. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant du Real Madrid, parce qu'on a bien détaillé sur Arsenal. Et Elton, le Real Madrid, bon, on va pas se mentir, on regarde tous les matchs du Real, c'est pas un Real qui nous impressionne footballistiquement. Donc vient ma petite question un peu provoque. Les supporters du Real, ils vont encore me prendre à partie, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Savoir si la qualification, elle peut être possible seulement à l'aura, au mental, à ce facteur Ligue des Champions qui fait que cette équipe-là se transcende et arrive à faire des choses qu'on n'a pas forcément prévues dans le synopsis. J'entends Carlo Ancelotti qui a dit que depuis 3 ans, l'équipe jouait très très bien. Mais est-ce que c'est véritablement ce qu'on voit? Et est-ce que tu vois des raisons footballistiques avec cette équipe-là par rapport à ce qu'elle nous montre qui peut mettre en difficulté cette équipe d'Arsenal? Alors évidemment, il y a des raisons footballistiques parce que le Real Madrid, notamment face à Atlético, est allé chercher sa qualification, notamment lors du match aller, pour des raisons footballistiques, avec notamment des individualités. Et après, il ne faut pas se mentir, la question elle est tout à fait pertinente parce que je pense sincèrement que l'Atlético est éliminé parce qu'ils font un complexe d'infériorité face au Real au match aller. Et ça, c'est la force du Real Madrid parce que aujourd'hui, le Real Madrid dans le football de club, c'est le plus gros défi mental. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a à jouer un match de Ligue des Champions et il y a à jouer face au Real Madrid en Ligue des Champions. C'est une nuance, mais elle est très importante parce que quand on parle du Real Madrid, encore plus dans une logique de double confrontation, alors oui, Romain, tu as tout à fait raison. Je vais même aller plus loin. Cette année, la production footballistique du Real Madrid est horrible, la plupart du temps. Tu peux même dire dégueulasse par certains moments. Par rapport à ce qu'on est en mesure d'attendre. Par rapport au standard d'un Real Madrid, champion d'Espagne, champion d'Europe en titre. Il n'empêche que paradoxalement, pour la première fois en 2025, le Real Madrid est encore sur les 3 compétitions pour la première fois depuis 2014. J'insiste, depuis 2014. C'est-à-dire qu'ils sont en lutte pour le titre en Liga. En ballottage favorable en Copa. Toujours en lice en Copa et qualifié en Ligue des Champions. Exactement. Donc c'est quand même une saison qui est paradoxale parce qu'à côté de ça, ils ont quand même remporté 2 titres. La Coupe intercontinentale et Supercoupe d'Europe. Mais du côté du Real Madrid, évidemment que tu es obligé d'aborder l'angle mental. Et pour moi, ça va être un match terrible sur le plan mental pour Arsenal parce que, moi je vais le dire, c'est une double confrontation qui peut changer l'histoire récente d'Arsenal et qui peut changer la carrière de certains joueurs. Parce que, oui, derrière, tu peux aller en demi-finale. Et si tu veux, Romain, il y a 4 équipes qui vont en demi-finale chaque année en Ligue des Champions. Par contre, il y a seulement 3 équipes qui ont éliminé le Real Madrid ces 10 dernières années en Ligue des Champions. L'Ajax, Manchester City, et le dernier, j'ai oublié, ça va me revenir tout de suite. Non, Liverpool, ils n'ont pas déjà fait une fois. Et le dernier, et c'est Chelsea. Ah oui, Chelsea. Et Chelsea 2021. En 2021. Donc, je t'ai dit 3 équipes sur les 10 dernières années. Parce que le Real Madrid a cette qualité, c'est qu'ils ont le droit à l'oubli. C'est-à-dire, ils peuvent faire un match mais pitoyable le samedi, mais par contre, le mardi, ils vont t'exiger mentalement. Et c'est ce qu'ils ont fait face à Atlético. L'Atlético, arrivé face au Real Madrid avant la double confrontation, avec 0 défaite face au Real Madrid. Mais par contre, l'Atlético, ils se sont vus un peu trop petits au Bernabéu. Ils se sont vus un peu trop petits au Bernabéu. Et tout de suite, le Real Madrid en a profité. Donc pour moi, la question, elle est fondamentale parce que moi, j'attends beaucoup d'Arsenal sur la dimension mentale. Comment ils vont réagir face à Arsenal? Comment, au premier coup
de moins bien ou au premier coup en faveur du Real Madrid, comment Arsenal va réagir? Parce que, sincèrement, sur la double confrontation, elle peut aller au bout de 210 minutes, c'est-à-dire prolongation, voire tir au but. Cette question, c'est autant une critique sur le jeu qu'une éloge au mental que peut avoir cette équipe-là. Tu sens aussi qu'elle en joue de ce mental-là et de cette aura-là qu'elle peut avoir quand elle affronte des équipes qui sont peut-être un peu moins chaperonnées, même si en fait l'Atlético ils sont habitués aux joutes européennes, mais ce Real-là, je pense l'année dernière face à Leipzig par exemple, où vous avez joué un peu là-dessus aussi. Là on a le retour au Bernabéu. Tu penses que cette équipe-là, elle sait exactement comment elle peut faire pour jouer face à des équipes qui ont moins l'habitude avec les joueurs qu'ils ont actuellement d'être dans ces moments-là? Bien sûr, c'est leur compétition au Real Madrid et on le ressent à chaque double confrontation. Je te dirais pas que forcément la qualification va uniquement se jouer là-dessus, mais je te dirais surtout que leur statut de favori aujourd'hui, il est dû à ça. Et je te parle même pas du statut de favori seulement sur la double confrontation contre Arsenal. Je te parle du statut de favori sur la compétition. Aujourd'hui, pour moi, si tu me demandes qui est le favori pour gagner la Ligue des Champions, je te dis le Real Madrid, mais pas forcément pour des raisons sportives. Par rapport à leur expérience, par rapport justement à leur aura, et parce que combien d'années on a sous-estimé parfois le Real Madrid et à chaque fois ils nous ont fait mentir en allant au bout. Encore pas plus tard que l'année dernière, ou en début de saison, voire à la mi-saison, on ne considérait pas forcément le Real Madrid comme le grand favori. City, par exemple, était une équipe qu'on ressortait davantage. Et au final, c'est le Real Madrid qui chope cette Ligue des Champions. Parce qu'effectivement, c'est leur compétition. Ils ont une capacité mentale à revenir dans les matchs. Les matchs, ils ne sont jamais terminés. Jouer à l'extérieur au Santiago Bernabéu, on sait que ce n'est pas facile. Et ce sera le cas sur cette double confrontation. Ce sera un très gros test pour Arsenal. Parce que des équipes, justement, qui ont gagné à Bernabéu, il n'y en a pas eu beaucoup. Je n'ai pas la stat, mais il n'y en a pas eu beaucoup, en tout cas, qui l'ont fait en Champions League. Donc, c'est sûr que ça va jouer. Après, sur le plan sportif, moi, il y a deux questionnements que j'ai. Le premier, c'est comment Arsenal va réussir à gérer les contre-attaques du Real Madrid. Parce que moi, je m'attends notamment sur le match aller à une équipe d'Arsenal qui aura le ballon et la possession. À l'Emirates Stadium, Arsenal est généralement une équipe qui essaye d'imposer son jeu, d'imposer son rythme, qui essayera d'avoir le ballon dans la moitié de terrain adverse. Et comment tu arrives à gérer les contre-attaques avec Vinicius, avec Mbappé? Parce que forcément, le Real Madrid, c'est une équipe qui peut aller à 10 000 à l'heure et ils nous l'ont déjà prouvé dans cette Ligue des Champions, notamment contre Manchester City. Donc ça, j'ai hâte de le voir. Alors certes, Saliba et Gabriel sont des joueurs qui savent bien gérer la profondeur, mais là, le danger peut venir vraiment de partout, avec aussi un Bellingham qui peut arriver en deuxième rideau. Donc ça, c'est vraiment un questionnement que j'ai sur le plan sportif. Le deuxième, qui concerne davantage la faiblesse du Real Madrid, c'est comment ils vont réussir à gérer le pressing d'Arsenal. Parce que le Real est une équipe qui, sous pression, peut parfois être mis en danger. Et on l'a vu sur les derniers matchs de Liga, encore pas plus tard que face à Leganés. Ils ont perdu des ballons dans leur moitié de terrain, il y a eu des contre-attaques qui ont été dangereuses. Je me souviens également du match contre Villarreal avant la trêve, où sur la première demi-heure, ils avaient été mis en danger également, le Real Madrid, à plusieurs moments dans la partie. Et souvent, face au Barça depuis le début de la saison aussi, à chaque fois qu'ils les ont joués, il y a eu un pressing intense et les résultats ont été plus que négatifs. Exactement. Souvent, quand on presse cette équipe du Real Madrid, elle peut un petit peu être désorientée. Donc, j'ai envie de voir, parce qu'Arsenal, on le sait, notamment la saison dernière, c'était une équipe qui avait l'un des meilleurs pressings d'Europe. Alors, c'est pas toujours le cas cette saison, mais ils peuvent l'avoir par moment. Parce que ça fait partie de leur jeu et parce que c'est quelque chose qu'ils ont travaillé avec Mikel Arteta. Donc, c'est un questionnement que j'ai. J'ai hâte de voir notamment le début de match, parce que sur le début de match, je pense qu'Arsenal va essayer de démarrer assez fort avec un gros pressing, et j'ai envie de voir un peu comment le Real Madrid va réagir. C'est vrai que ça va être un test, parce que pour moi, c'est une phrase qui est folle à sortir en 2025, mais l'absence de Ceballos dans cet aspect-là coûte au Real Madrid. C'est-à-dire que Ceballos, c'était le joueur qui... Un ancien d'Arsenal, d'ailleurs. Un ancien d'Arsenal, d'ailleurs, qui a remporté la Cup, si je ne dis pas de bêtises, il y a 5 ans. Ceballos permettait au Real Madrid d'être un peu plus ordonné sur la sortie de balle. Mais c'est vrai que cette saison, la sortie de balle, elle est déficitaire parce que tu n'as toujours pas remplacé Kroos dans cet aspect. On sait que Militao était très important, notamment sur sa capacité à contourner le premier rideau par ses diagonales. On sait que tu as perdu Carvajal. Et tu as eu un peu de mieux à partir du moment où, paradoxalement, tu as eu un Fede Valverde qui était à la base en tant que latéral droit. Mais Fede Valverde, j'aime à penser que face à la normalement, lutte, il devrait venir au milieu de terrain. Au milieu de terrain, ça va être une guerre. Donc par rapport à ça, il va être aligné. Mais c'est vrai que le Real Madrid a tendance à perdre beaucoup trop de ballons dans cette zone. C'est comme ça que notamment en Arabie Saoudite, ils avaient perdu des ballons dans des zones dangereuses et que le Barça en avait profité, notamment sur le but de Rafinha. Donc ça va être un enjeu parce que là, tu vas affronter une équipe. Et moi, je l'ai dit, je disais l'année dernière,
Et bon, depuis le Barça de Fi qui est arrivé, et c'est peut-être l'une des équipes qui presse le mieux en Europe. Aujourd'hui, c'est dans le top 3 équipes qui pressent le mieux en Europe. Il y a une petite équipe à Paris qui s'est développée depuis. Tu fais bien de préciser, parce qu'il faut quand même contextualiser. On parle d'Arsenal, et je parle sous contrôle de Najim, qui est capable de faire des matchs où à l'Emirates, et je dis bien à l'Emirates, l'adversaire peut toucher 4-5 ballons dans la surface d'Arsenal sur 90 minutes. C'est colossal. Et ça démontre quoi? Ça démontre le travail sans ballon d'Arsenal qui a transformé, qui a fait sa mue plutôt, parce que le jour où Arsenal est devenu une équipe beaucoup plus compétitive, c'est le jour où Arsenal a appris à vivre sans ballon. Alors oui, aujourd'hui on peut les caricaturer, et toi t'en parles souvent en off, et il y a une part de vérité parce que c'est davantage sans ballon que tu mets en avant le travail d'Arsenal sur sa capacité à être compétitif. Mais disons que le gros changement par rapport aux 2 dernières saisons où vraiment je trouvais que le pressing d'Arsenal était vraiment pas l'un des meilleurs, je trouvais que c'était même le meilleur d'Europe avec Manchester City. La différence cette saison, c'est que c'est plus forcément sur 90 minutes. C'est ça. C'est une équipe qui, par exemple, si Arsenal mène 1-0 à la mi-temps, c'est une équipe qui va peut-être baisser un petit peu sa ligne défensive. Pas forcément dans un bloc bas, mais plutôt dans un bloc médian. Et ils sont capables sur 15-20 minutes de laisser le ballon à l'adversaire, de coulisser. Ça aussi, aujourd'hui, c'est devenu l'une des forces d'Arsenal. Alors parfois, moi, je la pointe du doigt parce que je trouve que ce Arsenal un peu foufou qui était capable de presser sur 70-80 minutes, c'était le Arsenal qui me plaisait le plus, notamment il y a 2 ans. Mais je pense qu'avec les déceptions qu'a pu avoir Arteta aussi, notamment dans la course pour le titre avec Manchester City, il a peut-être revu un petit peu à la baisse ses ambitions et de temps à autre, il aime aussi avoir un bloc bien compact. Surtout qu'aujourd'hui, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est la grosse force d'Arsenal, c'est qu'ils ont 4 défenseurs qui sont à la base des joueurs d'axe. Timber, à la base, c'est un défenseur central de formation. Et Lewis Kelly, à la base, c'est un milieu relayeur de formation. Et donc, ce sont des joueurs qui ont... même Timber et Lewis Kelly, on en parle davantage pour leur force défensive que pour leur force offensive, même s'ils sont capables, attention, d'apporter offensivement. Et donc, ce sont des joueurs qui peuvent rester dans leur moitié de terrain, coulisser, remporter leur duel en 1 contre 1. Et ça, ce sera l'une des grandes forces. Tu fais bien d'en parler, notamment sur les duels en 1 contre 1, parce que Arsenal, notamment ses défenseurs, c'est une équipe qui aime les duels en 1 contre 1. Exactement. Et ça va être très important face au Real Madrid, parce que pour moi, elle était là, la limite évidente de l'Atlético de Madrid, dans la mesure où, défensivement parlant, c'était une équipe qui était structurée, qui était bien rodée. Ça reste d'ailleurs la meilleure défense de Liga. Mais à côté de ça, la limite, elle résidait dans le fait qu'à partir du moment où ils n'étaient pas capables d'assumer le 1 contre 1, ça avait un impact sur le pressing. Alors juste pour terminer sur le Real, et après on passe au prono sur Winamax, s'il y a un joueur dont vous pensez qu'il sera le plus important dans une potentielle qualification ou élimination du Real Madrid, ça serait lequel? Joueur du Real Madrid ou joueur d'Arsenal? Joueur du Real Madrid, je pense. Parce que, en fait, je vais aller vite vers ma question, c'est qui est le joueur le plus essentiel là, dans cette Moi, je vais te dire Bellingham. Bellingham. Moi, je vais te dire Bellingham parce qu'en fait, c'est un joueur généralement qu'on ne mentionne pas. Je suis sûr que quand tu posais la question, tu pensais plutôt à Mbappé ou Vinicius. Vinicius ou Mbappé. Mais moi, je trouve que c'est le joueur le plus important du Real Madrid. C'est-à-dire que souvent, quand Bellingham est moins bien, je trouve que ça pâtit vraiment sur l'aspect collectif de l'équipe. En fait, Bellingham, c'est un joueur total qui est capable à la fois d'aider sur les phases de relance, qui est capable à la fois d'apporter dans la surface de réparation et qui est essentiel dans les phases de construction. Encore ce week-end, alors évidemment, c'est pas un match qu'on peut comparer avec ce qui va arriver contre Arsenal, mais contre les Ganes, Bellingham, c'est un joueur qui est partout et c'est le joueur le plus important sur la pelouse. Donc pour moi, ce sera un joueur qu'il va falloir essayer de cadenasser du côté d'Arsenal parce que si tu lui laisses trop de liberté, bah justement, c'est lui qui va pouvoir permettre à Vinicius ou à Mbappé d'être performant. Si lui, tu arrives à le cadenasser, si lui, il a du mal à s'exprimer, je pense que ça va beaucoup jouer sur la performance du Brésilien et de l'international français. Non, moi, je vais dire quand même Kylian Mbappé. Je vais dire quand même Kylian Mbappé parce que suivant ce que va faire Arsenal face à Kylian Mbappé, ça aura une importance. C'est-à-dire que si Arsenal est beaucoup plus sur du marquage préventif par rapport à Kylian Mbappé et que ça joue notamment sur ta capacité à presser ou pas le Real Madrid, ça peut avoir une importance fondamentale sur la double confrontation. Je veux dire par là, en gros, si Arsenal fait fi que c'est Kylian Mbappé et que Arsenal est dans sa routine habituelle et qu'ils y vont avec leur ligne de conduite, avec leur feuille de route, je pense qu'Arsenal sera près de la qualification. Si par contre Arsenal se met dans la tête que c'est Kylian Mbappé et qu'on est davantage craintif et que ça joue notamment contre ton pressing et que tu presses moins, et ben forcément, le Real Madrid aura un avantage non seulement mental, mais aussi footballistique. Et sur l'aspect offensif, tu as des Rodrigo, tu as des Vinicius qui peuvent briller, même si Mbappé est un petit peu en dessous. Alors qu'au milieu de terrain,
Si Bellingham est en dessous, il n'y a si personne qui Bellingham peut... est en dessous, personne ne peut faire ce que fait Bellingham sur la pelouse. Ok. Bon, c'est assez intéressant. On va donc passer à la partie avec Winamax, la partie prono. Je vous rappelle que jouer comporte des risques, les socios. On remercie Winamax qui est notre partenaire depuis très très longtemps maintenant. On fait gaffe aux mises que l'on met. On considère que toute mise est considérée comme perdu, donc on fait attention, on se met pas en danger avec les paris sportifs. On va vous proposer nous 3 cotes sur ce match-là, et puis vous faites votre choix, hein, vous faites celle que vous voulez. On va commencer. Bref, allez Najim, Najim, toi c'est facile. Hein, forcément. Hein. Moi j'y vais. Je me mouille et je vois la qualification d'Arsenal. Alors est-ce que l'affection... Elle est à 2,35. Hein, 2,35. Est-ce que mon affection pour les Gunners rentre en compte? Oui. Exactement. Mais voilà, moi encore une fois, le Real, je les considère comme les favoris de cette double confrontation. Je vois plutôt un 60-40 pour le Real. Mais je n'écarte pas une qualification d'Arsenal et moi je les vois même se qualifier parce que le Real Madrid, encore une fois, ce qui fait que dans nos têtes, ils sont largement favoris, c'est cette aura, c'est ce mental. Mais si on regarde véritablement les matchs du Real Madrid, on se rend compte que cette équipe a des failles, des lacunes qu'on a déjà pu mentionner dans cette émission. Donc je pense qu'Arsenal peut en profiter, doit en profiter, et qu'avec le fait qu'il n'ait plus véritablement de pression dans les autres compétitions, je pense que ça peut permettre à Arsenal véritablement de se sublimer sur cette Ligue des Champions. Donc je vois la qualification à 2,35. Qualif d'Arsenal à 2,35. Alors, Elton va peut-être pas aller jusque-là, mais tu vois quand même Arsenal remporter le match aller. Romain, tu me connais. Ouais. Je suis superstitieux. Ouais. La dernière victoire d'Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions à l'Emirates, c'était contre qui? J'en sais rien. C'était le Barça, non? Je sais pas. Je sais pas. C'était contre Villarreal en 2009. Ah oui, Villarreal 2009. Oh ouais. C'était retour de Robert Pires. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire d'une victoire espagnole à une autre. Ah ouais, d'accord. Okay. Voilà. En plus, il a fait un lien Villarreal 2009. Exactement, parce que 2025. Je me dis, très bien. Pour la première fois depuis 2009. Puis il y a Real dans le nom aussi. Ça peut être. Oui, c'est ça. Oui, voilà, pour la première fois depuis 2009, je vois Arsenal remporter son quart de finale face à un club espagnol. Allez. Et en plus, je te dis ça parce que je pense que Arsenal, et notamment le groupe d'Arteta, parce que c'est Arsenal, a beaucoup appris de son quart de finale aller contre le Bayern, où je pense qu'ils avaient été un peu rattrapés par l'événement. Et je pense que cette expérience-là, elle pourra le servir sur un quart de finale aller. Raison pour laquelle je vois Arsenal gagner. En plus, la cote elle est très belle, 2,20. Arsenal à domicile en Ligue des Champions, c'est quand même très très sérieux. Même en règle générale. Voilà, donc c'est pour ça que je vois Arsenal. La victoire d'Arsenal au match aller, elle est à 2,20. Et moi, je vais vous proposer un pari sur la première mi-temps du match aller. J'aime bien vos histoires de pressing, de tout ça, duel spectaculaire, etc. Non, il va y avoir 0-0 à la mi-temps, ça va être un duel tactique. 0-0 à la mi-temps du match aller, hein, c'est seulement du match aller. La cote, elle est à 2,55, je trouve qu'elle est hyper intéressante parce que je vois bien deux équipes s'observer. Le Real, parce qu'ils auraient conscience qu'il y a le retour au Bernabéu, donc ils n'ont aucune raison d'aller vers l'avant. Et Arsenal, parce que je ne les vois pas démarrer tambour battant au risque de se faire contrer par Vinicius, Mbappé, Rodrigo, tous les mecs rapides qu'il peut y avoir. Et donc en fait, cette première période attentiste où on se fait un peu chier à 0-0, je la sens bien. Voilà. Et donc à 2,55 sur la première mi-temps, donc la première des 4 mi-temps, la première mi-temps du match aller, je trouve que le 0-0, il est à 2,55, il est plutôt pas mal. Voilà pour cette preview entre Arsenal et le Real Madrid. Je vais vous remercier, Najim et Elton. Je vais remercier Amaury Cotin qui a préparé et réalisé l'émission. Merci à tous les socios qui ont été avec nous. C'est pas la seule preview que vous allez voir, puisqu'on va en avoir une demain également. On va en parler tout au fur et à mesure de la semaine jusqu'à ces quarts de finale de Ligue des Champions qui démarreront mardi prochain. Les 4 seront sous forme de preview sur la chaîne du Club des 5. Passez une très très belle journée, soirée, ça dépend quand vous nous écoutez. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne du Club des 5, je le dis plus maintenant, mais en fait vous pouvez le faire, hein, ça peut vraiment nous aider. Et on va se donner rendez-vous très très vite pour un nouveau contenu. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.